Ma sœur m'a harcelé toute ma vie, simplement parce qu'elle s'ennuyait et voulait s'amuser. J'ai essayé d'en parler à mes parents, mais ils ont balayé mes inquiétudes en disant « Laisse-la faire ce qu'elle veut. Elle est plus âgée que toi. Apprends à endurer. » Puis, un soir au dîner, j'ai annoncé que j'étais enceinte, mais ma sœur, incapable de supporter toute l'attention que je recevais, est tombée enceinte à son tour juste pour attirer les regards. Ensuite, elle m'a coincé pour me dire « Je parie que ce bébé sera aussi moche que toi, et peut-être que mon enfant traitera le tien comme je te traite. » Tout le monde s'est mis à rire. Maman a même ajouté « Enfin, quelqu'un d'honnête à propos des générations futures. » Puis, après sa fausse couche, elle a fait en sorte que toute ma grossesse tourne autour d'elle, jusqu'à ce que je coupe tout contact et les tous complètement de ma vie. Je n'aurais jamais cru écrire ceci un jour, mais ma thérapie m'a appris que parfois, il faut partager son histoire avec le monde, ne serait-ce que pour se prouver à soi-même que tout cela est bien arrivé, que l'on n'est pas folle, et que nos sentiments sont légitimes. Ma sœur, Vanessa, a 4 ans de plus que moi. En grandissant, je pensais que l'écart entre nous finirait par se combler, que nous deviendrions amis en vieillissant. Ce qui s'est réellement passé, c'est que la distance s'est creusée d'année en année, rendue plus profonde encore par sa cruauté et l'aveuglement volontaire de mes parents. Le plus ancien souvenir que j'ai de Vanessa me tourmentant remonte à mes 6 ans. Elle m'avait convaincu que notre chat, Monsieur Moustache, s'était enfui parce qu'il ne m'aimait plus. J'ai pleuré pendant 3 jours d'affilée avant que mon père ne me dise enfin la vérité, Monsieur Moustache était chez le vétérinaire pour se faire stériliser. Quand j'ai confronté Vanessa, elle s'est contentée de rire et de dire « Tu es tellement facile à faire marcher, Emma. » C'est franchement hilarant. C'est devenu son mantra au fil des ans. Tout était drôle pour elle. Ma douleur était son divertissement. Au collège, elle a commencé à répandre des rumeurs selon lesquelles je faisais pipi au lit. J'avais 12 ans, elle en avait 16, et elle l'a raconté à tout son groupe d'amis, qui l'ont ensuite répété à leurs frères et sœurs plus jeunes. Le surnom, Pudle, flaque d'eau, m'a suivi pendant 2 années d'enfer absolu. J'ai supplié maman de la faire arrêter, mais elle m'a repoussé d'un geste de la main tout en pliant le linge. Vanessa ne fait que plaisanter. Il faut que tu t'endurcisses. Le lycée a été pire. Vanessa avait déjà son diplôme, mais elle vivait encore à la maison tout en fréquentant une université de proximité. Elle fouillait dans ma chambre quand je n'étais pas là, prenant les choses qui comptaient pour moi. Mon journal intime a disparu un jour. J'ai retrouvé des pages entières postées dans sa story Instagram, accompagnées d'émojis pleurant de rire. Elle avait volé ma robe pour le bal du lycée la veille de la soirée, et me l'avait rendue avec une énorme tache d'eau de javel sur le devant. Oups, a-t-elle dit, sans même lever les yeux de son téléphone. C'est peut-être une amélioration. Cette fois-là, je suis allé voir papa, les larmes coulant sur mon visage, la robe ruinée entre mes mains. Il regardait un match de football américain. Emma, allons. Elle ne le pensait probablement pas mais autre chose, c'est tout. Si, elle le pensait. Elle le pense toujours. Il a finalement posé les yeux sur moi, une lueur d'agacement traversant son visage. Ta sœur traverse une période difficile en ce moment avec les cours et le travail. Sois un peu indulgente avec elle. Tu es trop théâtrale. Le schéma était gravé dans le marbre. Vanessa pouvait faire tout ce qu'elle voulait, et je devais simplement subir. Elle a saboté mes candidatures à l'université en se connectant à mes emails et en supprimant les lettres d'acceptation. Je ne l'ai découvert qu'en appelant directement une université pour vérifier mon statut. Ils étaient perplexes. J'avais été accepté des mois auparavant, et ils attendaient mon acompte. J'ai réussi à sauver 2 acceptations, mais j'avais manqué les bourses et les logements prioritaires à cause de son ingérence. Quand je l'ai confrontée, elle se vernissait les ongles à la table de la cuisine. Je te rendais service, a-t-elle dit nonchalamment. Ces universités étaient trop bien pour toi de toute façon. Tu aurais échoué. Maman préparait le dîner. Elle ne s'est même pas retournée. Vanessa, ce n'était pas gentil. C'est tout. Aucune conséquence, aucune réelle reconnaissance de ce qu'elle avait fait à mon avenir. J'ai choisi une université à 3 heures de route, en partie parce qu'elle me convenait, mais surtout parce que c'était loin de Vanessa. Ces 4 années ont été les plus paisibles de ma vie. Je me suis fait de vrais amis qui ne me rabaissaient pas. J'ai rencontré mon petit ami, Marcus, dans un cours de poésie en 2e année. Il était gentil et attentionné, tout le contraire de ce avec quoi j'avais grandi. Mais à chaque vacances, chaque été,
je devais rentrer à la maison. Vanessa trouvait toujours de nouvelles façons de me rendre malheureuse. Elle a dit à Marcus que j'avais trompé mon petit ami du lycée, un mensonge. Elle a, accidentellement, renversé du vin rouge sur mon ordinateur portable, détruisant les notes de tout un semestre. Elle a raconté à des membres de la famille élargie que j'avais abandonné mes études et que je travaillais dans une station-service. Le pire n'était même pas ce qu'elle faisait. C'était son sourire après, ce rictus satisfait qui me disait qu'elle savait exactement à quel point elle me blessait et qu'elle en savourait chaque seconde. Après mon diplôme, j'ai déménagé à Portland pour un poste en marketing. Marcus m'a suivi. Nous avons pris un petit appartement dans un quartier correct, adopté un chien nommé Biscuit, et commencé à construire une vie ensemble. Pour la première fois, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Vanessa est restée dans notre ville natale, travaillant comme réceptionniste dans un cabinet dentaire. Elle est sortie avec une série de garçons qui semblaient tous la quitter après quelques mois. Lors des appels familiaux, maman laissait entendre que je devrais contacter davantage ma sœur, qu'elle semblait seule. J'ai gardé mes distances. La thérapie m'avait au moins appris cela. 3 ans après notre installation à Portland, Marcus m'a demandé en mariage. J'ai appelé mes parents pour leur annoncer la nouvelle, sincèrement excité. Papa m'a félicité. Maman a demandé si nous avions fixé une date, puis a immédiatement enchaîné en me parlant du nouveau petit ami de Vanessa, Chad, qui travaillait dans la construction et avait son propre camion. Le dîner de fiançailles a été la première fois que je rentrais à la maison en 8 mois. Vanessa est arrivée en retard avec Chad, qui semblait assez gentil mais manifestement mal à l'aise avec la dynamique familiale. En 20 minutes, Vanessa avait fait 3 commentaires sur la petite taille de ma bague, demandé si Marcus pouvait vraiment se permettre un mariage, et dit à tout le monde qu'elle et Chad devenaient sérieux aussi. Peut-être qu'on fera un double mariage, a-t-elle dit en riant. Ça fera économiser de l'argent à la famille. Marcus a serré ma main sous la table. Nous avions déjà décidé de nous marier à la mairie avec seulement 2 amis comme témoins. Ce dîner était purement une obligation. Le mariage a eu lieu un mardi matin d'octobre. C'était parfait, petit, intime et joyeux. Nous ne l'avons dit à ma famille qu'après. Maman a été blessée. Papa était confus. Vanessa m'a envoyé un texto, j'imagine que tu savais que personne ne viendrait de toute façon. Lol. J'ai bloqué son numéro et je ne leur ai parlé à aucun d'entre eux pendant 6 mois. Ces 6 mois ont été merveilleux. Marcus et moi nous sommes installés dans la vie de couple avec une aisance qui m'a surprise. Rentrer à la maison était un sentiment de sécurité. Notre appartement était un havre de paix où personne ne critiquait mes choix ni ne retournait mes paroles contre moi. Nous cuisinions ensemble, regardions des films sans marcher sur des œufs, et faisions des projets sans craindre le sabotage. Mais la culpabilité s'insinuait parfois, généralement tard dans la nuit. Je restais éveillé, me demandant si je ne surréagissais pas, si peut-être je devrais essayer une dernière fois avec ma famille. La thérapie m'a aidé à surmonter ces sentiments. Ma thérapeute, Dr. Chen, me posait des questions pointues qui me forçaient à voir clairement les schémas. Quand vous pensez à appeler votre mère, qu'espérez-vous qu'il se passe, m'a-t-elle demandé lors d'une séance. Je suppose que j'espère qu'elle comprendra enfin, qu'elle s'excusera de m'avoir laissé être blessé par Vanessa toutes ces années. L'a-t-elle déjà fait auparavant? Le silence était une réponse suffisante. Dr. Chen m'a aidé à comprendre que je faisais le deuil de quelque chose que je n'avais jamais eu, des parents solidaires et protecteurs. Je ne pleurais pas la perte de ma vraie famille, je pleurais la famille fantasmée que j'avais toujours souhaité, les parents qui m'auraient défendu, la sœur qui aurait été mon amie au lieu de mon bourreau. Marcus a suggéré que nous organisions Thanksgiving cette année-là, juste nous deux. Nous avons préparé tous nos plats préférés sans nous soucier des préférences de quiconque. Nous avons regardé le football en pyjama et nous nous sommes endormis sur le canapé. C'était le meilleur Thanksgiving que j'ai jamais eu. Noël a été plus difficile. La culpabilité s'est intensifiée avec chaque publicité de Noël montrant des familles heureuses réunies autour d'un sapin. Maman a envoyé une carte à notre ancienne adresse, qui nous a été réexpédiée. À l'intérieur, il y avait une photo d'elle, de papa et de Vanessa en pulls assortis, tous souriants. Au dos, maman avait écrit « Il manque une pièce à notre puzzle familial ». La manipulation était si évidente qu'elle en aurait été drôle si elle ne faisait pas si mal. Ils n'avaient jamais été une famille complète. Ils avaient été 3 personnes qui se liaient en ignorant une 4e. J'ai montré la carte à Marcus. Il l'a étudiée un long moment avant de la déchirer en 2.
Tu n'es pas une pièce de puzzle qui s'intègre dans leur dysfonctionnement. Tu es une personne entière qui mérite mieux. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à guérir. J'ai cessé d'attendre qu'ils changent et j'ai commencé à les accepter pour ce qu'ils avaient toujours été. Maman n'allait pas soudainement devenir protectrice. Papa n'allait pas tenir tête à Vanessa, et Vanessa trouverait toujours de nouvelles façons de me blesser si je lui en donnais l'accès. Je me suis concentré sur la construction de la vie que je voulais. Je me suis inscrite à un club de lecture au travail et je me suis fait des amis qui ne savaient rien de mon passé. Je me suis mise à la course à pied et j'ai découvert que j'aimais vraiment ça. Marcus et moi avons commencé à parler sérieusement de l'avenir, acheter une maison, avoir des enfants, construire quelque chose de stable et de sain. Marcus et moi avions toujours parlé d'enfants, mais nous voulions attendre d'être financièrement stables. 3 ans après le mariage, nous étions enfin dans une bonne situation. J'avais été promu 2 fois. Marcus avait lancé sa propre entreprise de design graphique qui rapportait de l'argent. Nous avons acheté une petite maison avec un jardin parfait pour des enfants. Quand j'ai vu le test de grossesse positif, j'ai pleuré de joie pour la première fois depuis ce qui me semblait une éternité. Marcus m'a fait tournoyer dans la cuisine, tous les deux riant, planifiant et rêvant. J'étais enceinte de 12 semaines lorsque j'ai décidé de le dire à mes parents. J'y avais réfléchi pendant des jours, me demandant si je voulais même qu'il fasse partie de la vie de mon enfant. Marcus m'a laissé la décision. C'est ta famille, a-t-il dit. Quoi que tu choisisses, je te soutiens. J'ai appelé maman et j'ai demandé si nous pouvions venir dîner ce week-end. Elle a semblé surprise mais ravie. Bien sûr, ma chérie. Je ferai ton rôti préféré. Le dîner a eu lieu chez eux un samedi soir. Vanessa était là avec Chad, ce à quoi je m'attendais. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était à quel point je me sentirais nerveuse en m'asseyant à nouveau à cette table, en revoyant les mêmes sets de table usés et la fissure au plafond que papa promettait de réparer depuis une décennie. Nous avons échangé des banalités pendant l'entrée. Papa a posé des questions sur l'entreprise de Marcus. Maman m'a montré son nouveau jardin. Vanessa était silencieuse, ce qui était inhabituel. Elle n'arrêtait pas de regarder son téléphone et de chuchoter à Chad. Quelque chose n'allait pas. Elle ne se livrait pas à ses pics habituels, ne faisait pas de remarques subtiles ou de compliments déguisés, juste le silence et des regards occasionnels vers moi que je n'arrivais pas à déchiffrer. Chad semblait mal à l'aise aussi, s'agitant sur sa chaise et touchant à peine sa nourriture. Je me suis demandé s'il s'était disputé avant de venir. Peut-être que Vanessa l'avait finalement poussé à bout avec son comportement. Le dessert était une tarte aux pommes, la spécialité de maman. J'avais à peine touché la mienne quand j'ai décidé de me lancer. Marcus et moi avons une nouvelle à vous annoncer. J'ai pris sa main. Nous attendons un bébé. Je suis enceinte de presque 3 mois. La réaction a été immédiate. Maman a porté les mains à sa bouche, des larmes lui montant aux yeux. Papa s'est levé pour serrer la main de Marcus et me prendre dans ses bras. Pendant un instant, cela ressemblait à une célébration familiale normale. Puis j'ai regardé Vanessa. Son visage était devenu complètement vide, comme si toute expression avait été effacée. Elle me fixait avec une intensité qui m'a retourné l'estomac. Le silence a duré juste un instant de trop avant qu'elle ne dise « Félicitations ». C'est sorti d'un ton plat, mécanique. C'est super. Je l'ai regardé digérer l'information en temps réel, le choc laissant place à quelque chose de calculateur. Sa main s'est déplacée inconsciemment vers son propre ventre, non pas dans un geste protecteur, mais comme si elle planifiait déjà quelque chose. J'avais déjà vu ce regard, juste avant qu'elle ne sabote mes candidatures à l'université, juste avant qu'elle ne ruine ma robe de bal. Chad a touché son bras, inquiet. « Chérie, ça va ?» Elle est revenue à l'instant présent, affichant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Oui, désolé. Juste surprise. C'est une nouvelle incroyable, EM. » Elle ne m'avait pas appelé EM depuis que nous étions enfants, avant que la cruauté ne devienne son mode par défaut. Le surnom sonnait comme une manipulation, une tentative de paraître fraternelle et douce devant maman et papa. Maman faisait déjà des plans. Il faudra qu'on t'organise une baby shower. Et je peux aider avec la chambre du bébé. J'ai encore certains de tes vieux vêtements de bébé dans le grenier. En fait, maman, ça va aller. On s'en occupe. Son visage s'est légèrement décomposé, mais elle s'est vite reprise. Eh bien, je veux aider d'une manière ou d'une autre. Mon premier petit enfant.
Elle a regardé Vanessa. Tu as entendu, ma chérie? Tu vas être tante. Le sourire de Vanessa semblait lui faire mal. Oui. Incroyable. Le reste du dîner a été gênant. Vanessa parlait à peine, et quand elle le faisait, sa voix avait une certaine âpreté. Chad semblait confus par son changement d'humeur. Nous sommes partis tôt, prétextant ma fatigue due à la grossesse. Sur le chemin du retour, Marcus a dit, elle est jalouse. Je sais. L'attention de ta mère est sur toi pour une fois, et elle ne peut pas le supporter. Il avait raison. J'avais déjà vu cette expression sur le visage de Vanessa, quand j'avais gagné le concours d'art en 6e, quand j'avais été accepté à l'université, quand j'avais décroché mon premier vrai emploi. Chaque fois que quelque chose de bien m'arrivait, elle devait le gâcher ou voler la vedette. J'ai mis cette inquiétude de côté et je me suis concentré sur ma grossesse. J'ai eu ma première échographie la semaine suivante. Le rythme cardiaque était fort. Mon médecin a dit que tout semblait parfait. Maman appelait tous les quelques jours avec des nouvelles sur des articles pour bébé qu'elle avait trouvés dans des vœux-greniers ou des questions sur ma date d'accouchement. J'ai gardé les conversations brèves mais j'ai essayé d'être patiente. Peut-être que les choses pourraient être différentes cette fois. 3 semaines après notre annonce, j'ai reçu un texto de maman, dîner de famille samedi prochain. Nouvelle importante. Tout le monde doit être là. Une sensation de froid s'est installée dans ma poitrine, mais j'ai accepté de venir. Peut-être que papa prenait sa retraite. Peut-être qu'il vendait enfin la maison. Nous sommes arrivés pour trouver la salle à manger décorée de ballons roses et bleus. Une bannière, félicitations, était accrochée au-dessus de la table. Vanessa était déjà là, pratiquement rayonnante. Elle avait la main sur son ventre dans ce geste universel que font les femmes enceintes. Surprise. Maman s'est précipitée pour me serrer dans ses bras. N'est-ce pas merveilleux? Vous êtes toutes les deux enceintes en même temps. La pièce a tourné. J'ai regardé Vanessa, qui souriait si largement que ça en paraissait douloureux. Chad se tenait derrière elle, l'air fier mais aussi légèrement mal à l'aise. Vanessa vient de l'apprendre, a continué maman, inconsciente de mon choc. Elle est enceinte d'environ 6 semaines. Vous deux, vous pourrez vivre ça ensemble. Ce sera tellement spécial. La main de Marcus a trouvé la mienne. Il savait. Nous savions tous les deux. Vanessa était tombée enceinte exprès dès qu'elle avait entendu parler de ma grossesse. 6 semaines signifiaient qu'elle avait dû commencer à essayer immédiatement après notre annonce, peut-être même le soir même. La cruauté calculée de son geste m'a frappé comme un coup de poing. Tomber enceinte n'était pas comme acheter une robe de la même couleur que la mienne ou copier ma coiffure. C'était une vie humaine qu'elle avait créée spécifiquement pour m'éclipser, un enfant qui existerait parce que Vanessa ne pouvait pas supporter que j'aie quelque chose qu'elle n'avait pas. Je l'ai observée tout au long du dîner, cherchant la moindre fissure dans sa performance. Elle jouait le rôle à la perfection, touchant son ventre avec émerveillement, me demandant des conseils comme si nous étions soudainement proches, faisant des commentaires sur à quel point ce serait spécial pour nos enfants de grandir ensemble comme des frères et sœurs. Ils auront si peu de différence d'âge, s'est-elle extasiée auprès de maman, juste quelques mois d'écart. Ils pourront tout partager vêtements, jouets, peut-être même les fêtes d'anniversaire. Maman a tout gobé. Oh, ce serait merveilleux. On pourrait faire des célébrations communes. Ce serait tellement plus simple pour tout le monde. J'ai senti Marcus se crisper à côté de moi. Des fêtes d'anniversaire communes signifiaient que l'enfant de Vanessa partagerait toujours le jour spécial de ma fille, une autre façon de s'assurer que je n'aurai jamais rien qui ne soit qu'à moi. Nous ferons les choses de notre côté, ai-je dit prudemment. Nous préférons les célébrations plus petites et plus intimes. Le sourire de Vanessa s'est aiguisé. C'est tellement triste. Tu ne veux pas que nos enfants soient proches? Ou vas-tu être bizarre et tenir ta fille à l'écart de sa cousine? Le piège était magnifiquement tendu. Si je disais oui, je veux de la distance, je passerais pour celle qui n'est pas raisonnable. Si je disais non, je m'engageais à des années d'interaction forcée. On verra ça plus tard, a interjeté Marcus avec douceur. Pour l'instant, nous nous concentrons juste sur des grossesses saines. Papa s'est lancé dans une histoire sur l'époque où maman était enceinte de Vanessa, mettant fin à la conversation, mais le mal était fait. L'attente avait été établie que nos enfants seraient élevés ensemble, empêtrés dans la même dynamique toxique qui avait défini mon enfance. Plus tard, quand je me suis à nouveau excusé pour aller aux toilettes,
je me suis retrouvé à m'agripper au lavabo et à pratiquer les exercices de respiration de mes séances de thérapie. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Ancre-toi. Souviens-toi de qui tu es. Quand j'ai ouvert la porte pour sortir, Vanessa se tenait juste là, me barrant le chemin. Tu es bizarre, a-t-elle dit d'un ton sec, abandonnant son attitude mielleuse maintenant que nous étions seuls. C'est moi qui suis bizarre? Oui. Tu n'as presque rien dit de la soirée. Maman est toute excitée pour les bébés, et toi, tu restes assise là comme si quelqu'un était mort. Je suis en train de digérer, ai-je dit, en essayant de la contourner. Elle s'est déplacée pour me bloquer à nouveau. Digérer quoi? Le fait que tu n'es plus la personne spéciale? Que tu dois partager l'attention? L'ironie était si épaisse que j'ai failli rire. Vanessa, je suis tombée enceinte la première. Tu es tombée enceinte après, spécifiquement parce que tu ne pouvais pas supporter que j'ai quelque chose que tu n'avais pas, prouve-le, a-t-elle dit en croisant les bras. Tu ne peux pas le prouver. Peut-être que Chad et moi essayons déjà. Peut-être que ça n'a rien à voir avec toi. Tu n'as jamais voulu d'enfant. Tu m'as dit il y a 2 Noëls que la grossesse te paraissait dégoûtante et que tu ne ruinerais jamais ton corps de cette façon. Elle a haussé les épaules, nullement dérangée par la contradiction. Les gens changent d'avis. Ce n'est pas parce que tu as décidé de pondre un gamin que mes décisions tournent autour de toi. Bien. Quoi que tu aies besoin de te dire. Je l'ai bousculée cette fois, et elle m'a laissé passer, mais je l'ai entendu dire alors que je m'éloignais, au moins, mon enfant sera joli. Chad a de bons gènes. Je n'ai pas répondu. M'engager dans une dispute avec elle ne ferait que la nourrir, et j'en avais assez d'être sa source de nourriture. Le dîner était insupportable. Chaque conversation revenait à la grossesse de Vanessa. Maman lui posait des questions sur ses symptômes, ses dates d'accouchement, ses idées de prénom. Quand elle se souvenait de m'inclure, cela semblait être une pensée après coup. Emma, tu as aussi des nausées matinales. Vanessa a été tellement malade, la pauvre. Un peu, ai-je dit. Eh bien, Vanessa arrive à peine à garder quoi que ce soit. Nous nous inquiétons pour elle. Papa était tout aussi concentré sur Vanessa, demandant si Chad avait besoin d'aide pour monter un berceau, proposant de les aider à chercher un appartement plus grand. Quand Marcus a mentionné que nous commencions la chambre du bébé, papa a juste hoché la tête distraitement et s'est retourné vers Vanessa. Je me suis excusé pour aller aux toilettes et je suis resté là, agrippé au lavabo, essayant de garder ma respiration stable. C'était du Vanessa tout craché. Elle ne pouvait rien me laisser pour moi seul. Quand je suis revenu, tout le monde regardait des photos sur le téléphone de Vanessa. C'est le tableau Pinterest que j'ai fait pour la chambre, disait-elle. Je pense à un thème de la forêt. Des renards, des cerfs et des petits arbres. C'est le même thème que nous avons choisi, a dit Marcus doucement, en me regardant. Les yeux de Vanessa se sont tournés vers lui, puis vers moi. Vraiment? Eh bien, les grands esprits se rencontrent, je suppose. Mais j'ai eu l'idée la première. Je planifie ça depuis des semaines. Menteuse. Elle avait vu mon tableau Pinterest. Je l'avais partagé sur Facebook une semaine auparavant. Nous sommes partis dès que nous avons pu. Dans la voiture, je me suis enfin laissé pleurer. Elle a fait ça exprès. Je sais, ma chérie. Elle ne pouvait pas supporter que quelque chose de bien m'arrive. Il fallait qu'elle en fasse son affaire. Marcus s'est garé sur le côté et m'a tenu dans ses bras pendant que je sanglotais. Nous n'avons pas à les revoir. Tu peux couper les ponts. Mais je ne l'ai pas fait. Pas encore. Une partie de moi espérait encore que mes parents verraient ce que Vanessa faisait, qu'ils prendraient enfin mon parti. Dr. Chen et moi avons passé plusieurs séances à analyser pourquoi je continuais à y retourner malgré le fait que je savais comment ça finirait. Elle m'a aidé à voir que j'étais toujours cette petite fille suppliant ses parents de la protéger, espérant que cette fois, ils me choisiraient enfin au lieu des sentiments de Vanessa. Vous cherchez quelque chose qu'ils sont incapables de donner, a dit Dr. Chen doucement. Ce n'est pas un reflet de votre valeur. C'est un reflet de leurs limites. Elle m'a encouragé à écrire des lettres que je n'enverrai jamais, une à chacun de mes parents, une à Vanessa. Mettre les mots sur le papier m'a aidé. J'ai écrit des pages et des pages sur chaque incident dont je pouvais me souvenir, chaque fois qu'ils avaient manqué à leur devoir de me protéger, chaque moment où Vanessa m'avait blessé pendant qu'ils regardaient. Écrire à Vanessa était différent. Ma colère était plus pure là, moins compliquée par le deuil.
Elle avait choisi d'être cruelle. Mes parents avaient choisi de la laisser faire, ce qui était sa propre forme de cruauté, mais Vanessa avait activement joui de ma douleur. Elle l'avait recherchée, cultivée, savourée. La grossesse rendait tout plus urgent. Je mettais un enfant au monde, et je devais décider quel genre de famille elle aurait. La soumettrais-je aux mêmes personnes qui m'avaient laissé tomber? Regarderais-je l'enfant de Vanessa harceler le mien pendant que maman et papa diraient à ma fille de « s'endurcir » Marcus et moi en avons parlé tard dans la nuit après ce dîner. Il avait grandi dans une famille normale des parents solidaires, un frère qu'il aimait vraiment, des dîners du dimanche sans guerre verbale. Il avait du mal à comprendre pleinement la profondeur du dysfonctionnement de la mienne. Pourquoi la laisse-t-il s'en tirer avec tout, a-t-il demandé, sincèrement confus. Je pense que ça a commencé parce qu'elle était la première, l'enfant chéri. Elle ne pouvait rien faire de mal. Puis, au moment où je suis arrivé, le schéma était établi. Et Vanessa a compris qu'être cruelle avec moi lui rapportait plus d'attention qu'être gentille. Mais tes parents, ils le voient, n'est-ce pas? Ils savent ce qu'elle fait. Ils le voient. Ils s'en fichent. Ou ils se soucient plus de maintenir la paix que de me protéger. Il est resté silencieux un long moment. Je ne veux pas que notre fille fréquente des gens comme ça. Moi non plus. Mais savoir ce que je devais faire et le faire réellement étaient deux choses différentes. Les semaines suivantes ont été un supplice. Chaque fois que mon téléphone sonnait avec un appel de la maison, mon estomac se nouait. Chaque texto de maman sur les préparatifs pour le bébé ressemblait à un piège. Les mois suivants ont été une forme de torture particulière. Chaque appel familial incluait des nouvelles de la grossesse de Vanessa. Maman m'envoyait des articles sur les remèdes contre les nausées matinales qu'elle avait déjà partagés avec Vanessa. Papa aidait Chad à peindre la deuxième chambre de leur nouvel appartement. Quand j'ai atteint 20 semaines et que j'ai découvert que nous attendions une fille, j'ai appelé pour le dire à maman. Sa réponse a été « c'est merveilleux. Vanessa saura ce qu'elle attend la semaine prochaine. Imagine si vous attendez toutes les deux des filles. » C'était le cas. Vanessa m'a appelé directement pour me le dire, la première fois que nous nous parlions en tête-à-tête depuis son annonce. On dirait que nos filles vont grandir ensemble, a-t-elle dit, sa voix portant cette pointe de menace, tout comme nous. L'histoire se répétait. La menace était maintenant limpide. Elle n'essayait même plus de le cacher. Elle promettait que sa fille tourmenterait la mienne de la même manière qu'elle me tourmentait, et que tout le monde laisserait faire, comme il l'avait toujours fait. J'ai commencé à éviter les réunions de famille après cet appel. Le poids de ce qu'elle avait dit pesait constamment sur moi. Maman m'a culpabilisé d'avoir manqué la baby shower de Vanessa, laissant des messages vocaux sur à quel point Vanessa était blessée, comment cela était censé être un moment spécial pour nous deux. J'ai envoyé un cadeau, un ensemble de body en coton biologique et je suis resté à la maison, protégeant ma paix et mon bébé. À 28 semaines, mon ventre était bien visible. J'adorais être enceinte. J'adorais sentir ma fille bouger en moi, adorais choisir de minuscules vêtements et des couvertures douces. Marcus lisait des livres sur la parentalité et prenait les cours de préparation à l'accouchement au sérieux. Nous construisions quelque chose de beau. Puis est arrivé Thanksgiving. J'avais prévu de ne pas y aller, mais maman a appelé en pleurant, disant que ce pourrait être le dernier Thanksgiving de papa car il avait eu une alerte de santé. Il s'est avéré que c'était de l'hypertension, complètement gérable, mais elle m'avait déjà culpabilisé pour que je vienne. Le dîner était chez eux. Vanessa est arrivée vêtue d'une robe qui mettait en valeur son ventre. Elle était enceinte de 22 semaines et son ventre se voyait, mais elle n'arrêtait pas de se frotter le ventre et de se plaindre de se sentir énorme. « Ton ventre se voit à peine », a dit tante Linda gentiment. « Je sais, mais je me sens énorme. » Pas comme Emma, cependant. « Tu portes vraiment bien. » Cela sonnait comme un compliment mais ressemblait à une critique. Tout ce qu'elle disait avait ce double tranchant. Nous avons traversé le dîner sans incident. J'aidais maman à débarrasser la table quand j'ai entendu Vanessa prononcer mon nom dans le salon. Je me suis arrêté pour écouter. Honnêtement, je m'inquiète pour le bébé d'Emma, disait-elle. Elle a été tellement stressée, et le stress n'est pas bon pour le bébé. En plus, la génétique, tu sais. Emma a toujours été. Eh bien, d'apparence peu flatteuse. J'espère que le bébé aura les traits de Marcus. Maman a ri. Elle a vraiment ri. Vanessa, c'est terrible. Je suis juste honnête. Quelqu'un doit le dire. Je suis entré dans le salon.
Dire quoi? Vanessa s'est tournée vers moi avec ce sourire, celui qui signifiait qu'elle allait s'amuser. Rien. On parlait juste des bébés. Tu parlais de comment tu penses que ma fille sera laide. La pièce est devenue silencieuse. Papa avait l'air mal à l'aise. Chad étudiait sa bière. Maman a posé le plat qu'elle tenait. Je n'ai pas dit laide, a dit Vanessa innocemment. Tu me fais dire des choses que je n'ai pas dites. Tu as dit que j'étais des apparences peu flatteuses et que tu espérais que mon bébé n'hériterait pas de mes traits. Comment devrais-je interpréter ça autrement? Elle s'est levée, une main sur son ventre dans ce geste protecteur qui me donnait envie de crier. Tu es trop sensible. Les hormones de grossesse, probablement. Je dis juste que la génétique, ça compte. Ta génétique doit être incroyable, alors, ai-je rétorqué, puisque tu es si belle et parfaite. Emma, la voix de papa contenait un avertissement. Ne commençons pas quoi? A dénoncé Vanessa pour sa cruauté, comme elle l'a été toute ma vie. L'expression de Vanessa s'est transformée en quelque chose de plus laid. Au moins, je suis honnête. Au moins, je dis ce que tout le monde pense. Et c'est quoi? Elle s'est approchée de moi, sa voix baissant à un ton presque intime, comme si nous partagions un secret. Que tu as toujours été la décevante. Le vilain petit canard qui ne s'est jamais transformé en cygne. Et oui, je me demande si ton bébé sera aussi malchanceux que toi, parce que les gènes ne mentent pas, Emma. Ma main est partie avant que mon cerveau ne puisse réagir. La gifle a résonné dans la pièce. La tête de Vanessa a basculé sur le côté. Quand elle m'a regardé de nouveau, ses yeux brillaient de larmes et de quelque chose d'autre, le triomphe. Elle m'a frappé. Vanessa a attrapé son ventre. Je suis enceinte, et elle m'a frappé. Chad était sur ses pieds immédiatement. Papa s'est interposé entre nous. Maman s'est précipitée aux côtés de Vanessa. Emma, qu'est-ce qui te prend? La voix de papa était plus forte que je ne l'avais jamais entendue. Elle me tourmente depuis que nous sommes enfants. Elle est tombée enceinte juste pour me voler mon moment. Elle vient de me dire que mon bébé serait laid. Ce n'est pas vrai. Vanessa pleurait maintenant, de vraies larmes. J'essayais d'avoir une conversation agréable, et elle est devenue violente. Avec mon bébé juste là. Maman s'est tournée vers moi, le visage dur. Tu dois partir. Tu es sérieuse? Tu as frappé ta sœur enceinte. Sors de ma maison. Marcus prenait déjà nos manteaux. Je les ai regardés un par un, papa évitant mon regard, maman réconfortant Vanessa, Chad me fusillant du regard comme si j'étais le monstre. Vous avez tous entendu ce qu'elle a dit, ai-je tenté une dernière fois. Nous t'avons entendu être paranoïaque et agressive, a dit maman. Vanessa te donnait un conseil honnête, et tu l'as agressée. Le trajet du retour s'est fait en silence. Une fois à l'intérieur, j'ai finalement complètement craqué. Marcus m'a tenu sur le canapé pendant que je pleurais si fort que j'ai cru que j'allais être malade. Elle a gagné, ai-je dit entre deux sanglots. Elle a dit quelque chose d'horrible, et d'une manière ou d'une autre, c'est moi la méchante. Ils sont toxiques, Emma. Tous. Ils la protègent parce que c'est plus facile que de la tenir pour responsable. Elle a dit que mon bébé serait laid. Notre bébé sera parfait parce que c'est le nôtre. Et elle ne connaîtra jamais ces gens. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, j'ai senti ma fille donner un coup de pied vigoureux contre mes côtes, comme si elle me disait d'être forte. J'ai posé ma main sur l'endroit et j'ai fait une promesse. Tu ne sauras jamais ce que c'est. Je te protégerai. Le lendemain, Vanessa m'a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais une curiosité morbide l'a emporté. J'appelle pour accepter tes excuses, a-t-elle dit. Je ne m'excuserai pas, tu m'as frappé, Emma. Alors que j'étais enceinte. Tu aurais pu blesser mon bébé. Tu vas bien. C'était à peine une gifle. C'est quand même une agression. Je pourrais porter plainte si je voulais, mais je suis prête à te pardonner si tu t'excuses. La manipulation était si flagrante que c'en était presque drôle. Je ne m'excuserai pas. Tu as passé toute ma vie à me rendre malheureuse, et j'en ai fini. Maman a raison à ton sujet. Tu es instable. Peut-être que tu ne devrais pas avoir de bébé. J'ai raccroché. Puis j'ai bloqué son numéro, je l'ai bloqué sur tous les réseaux sociaux, j'ai bloqué son email. Maman a appelé 1 heure plus tard. Vanessa a dit que tu ne voulais pas t'excuser.
Je ne le ferai pas. Elle a été cruelle avec moi toute ma vie, et tu l'as laissé faire. Tu l'as encouragée. Ce n'est pas juste. Quand elle a répandu des rumeurs que je faisais pipi au lit, tu m'as dit de m'endurcir. Quand elle a ruiné ma robe de bal, papa a dit qu'elle ne le pensait probablement pas. Quand elle a supprimé mes emails d'acceptation à l'université, tu as à peine réagi. Elle m'a torturé pour se divertir, et tu n'as jamais pris mon parti une seule fois. Silence au bout du fil. Elle m'a dit hier soir que mon bébé serait laid, maman. Elle a dit que sa fille tourmenterait probablement la mienne de la même manière qu'elle m'a tourmenté. Et tu as ri. Tu as vraiment ri quand elle m'a traité de peu flatteuse. Vanessa plaisantait. Non, elle ne plaisantait pas. Et tu le sais. Tu l'as toujours su. Tu t'en fichais simplement parce que c'était plus facile de la laisser me prendre pour cible que de l'éduquer vraiment. Emma, tu es trop théâtrale. J'en ai fini. J'en ai fini d'essayer de te le faire voir. J'en ai fini d'espérer que tu m'aimeras assez pour me protéger. J'en ai fini avec vous tous. Tu ne peux pas couper les ponts avec nous. Nous sommes ta famille. Regarde-moi faire. J'ai raccroché et je l'ai bloqué aussi. Puis papa, puis ma tante, mon oncle, mes cousins qui avaient regardé Vanessa me tourmenter lors des réunions de famille et n'avaient rien dit. Marcus et moi avons changé nos numéros de téléphone. Nous avons rendu tous nos comptes de réseaux sociaux privés. Nous avons avancé dans nos vies comme s'ils n'existaient pas. La paix a été immédiate et écrasante. Fini l'appréhension des appels téléphoniques, fini l'anxiété des réunions de famille. Juste nous préparant pour notre fille. Mais l'univers n'en avait pas encore fini avec nous. 3 semaines avant Noël, j'ai reçu un message Facebook de Chad. J'avais oublié de le bloquer car il m'avait toujours semblé être un type bien, pris dans la toile de Vanessa, et je ne pensais pas qu'il me contacterait. Je pensais que tu devrais savoir, Vanessa a perdu le bébé. Fausse couche à 24 semaines. Elle est dévastée. Mon premier sentiment a été une sympathie sincère. Quoi qu'elle soit par ailleurs, perdre une grossesse désirée était tragique. Mon deuxième sentiment a été la crainte, car je savais que cela ne se terminerait pas tranquillement. Vanessa trouverait un moyen d'utiliser son chagrin comme une arme, d'en faire un autre outil pour me blesser ou me forcer à réintégrer le giron familial. Je n'ai pas répondu à Chad. Je n'ai pas contacté Vanessa. Je n'ai pas appelé mes parents. Je pensais ce que j'avais dit sur le fait d'en avoir fini. Mais ils ont trouvé des moyens de me contacter. Papa s'est présenté à mon travail, me suppliant d'appeler ma sœur. Un cousin que j'avais oublié de bloquer m'a envoyé de longs messages sur ma cruauté. Maman a envoyé une lettre à notre domicile, des pages de culpabilité, de chagrin et d'exigence pour que je sois la plus intelligente. La lettre était particulièrement manipulatrice. Maman écrivait que Vanessa mangeait à peine, qu'elle l'avait trouvée en larmes dans la chambre de bébé qu'ils avaient commencé à aménager, qu'elle avait dû être mise sous sédatif à l'hôpital après la fausse couche. Chaque paragraphe était conçu pour me faire sentir comme un monstre pour avoir maintenu mes limites. Elle n'arrête pas de demander de tes nouvelles, écrivait maman. Elle dit qu'elle comprend pourquoi tu es en colère, mais elle a besoin de sa sœur en ce moment. Elle a perdu son bébé, Emma. Est-ce que ça ne signifie rien pour toi? N'as-tu pas peur que quelque chose puisse arriver à ton bébé aussi? Ne veux-tu pas de ta famille autour de toi pendant cette période vulnérable? La menace implicite m'a glacé le sang. La suggestion que quelque chose pourrait arriver à ma grossesse si je ne me réconciliais pas avec eux était typique de maman, une manipulation voilée déguisée en inquiétude. J'ai montré la lettre à Dr. Chen lors de ma séance de thérapie suivante. Elle l'a lue attentivement, son expression devenant de plus en plus troublée à chaque paragraphe. C'est du chantage affectif, a-t-elle finalement dit. Le fait de vous culpabiliser, les menaces implicites, l'exigence que vous sacrifiez votre bien-être pour le confort de votre sœur. Rien de tout cela n'est approprié. Je me sens coupable, pourtant, ai-je admis. Elle a vraiment perdu son bébé. C'est un vrai chagrin. Le chagrin ne donne à personne le droit de violer vos limites. Vanessa a passé toute votre vie à vous tourmenter. Elle est tombée enceinte spécifiquement pour éclipser votre joie. Elle vous a dit lors d'un dîner de famille que votre enfant serait laid. Rien dans sa perte n'efface ses faits ni ne vous oblige à la réconforter. Ma mère pense que je devrais être la plus intelligente. Votre mère vous a demandé d'être la plus intelligente toute votre vie, a dit Dr. Chen. C'est une façon pratique d'éviter de tenir Vanessa pour responsable.
Quand a-t-on jamais demandé à Vanessa d'être la plus intelligente? Quand a-t-elle jamais eu à sacrifier son confort pour le vôtre? La question est restée en suspens car nous connaissions toutes les deux la réponse. Jamais. J'ai jeté la lettre sans la finir, mais les mots de maman me hantaient. Et si quelque chose arrivait à mon bébé? Regretterais-je de ne pas avoir de famille autour de moi? Faisais-je preuve d'un entêtement inutile? Marcus m'a trouvé un soir assise dans la chambre de bébé que nous avions commencé à aménager, les larmes coulant sur mon visage. Je n'arrête pas de penser à ce que ma mère a dit sur la famille. Sur ce qui se passerait si quelque chose tournait mal. Il s'est assis à côté de moi sur le sol, passant son bras autour de mes épaules. Emma, si, à Dieu ne plaise, quelque chose arrivait, penses-tu honnêtement que ta famille te soutiendrait? Où trouverait-il un moyen de ramener ça à la perte de Vanessa? La réponse a été immédiate et déprimante. Il comparerait nos chagrins. Il dirait que je devrais maintenant comprendre ce que Vanessa a traversé. Ils utiliseraient ma douleur comme un autre outil pour forcer la réconciliation. Tu as raison, ai-je murmuré. Ta vraie famille est ici. Moi, toi, notre fille. Mes parents et Rachel, qui t'aiment vraiment. Tes amis qui sont venus à ta baby shower et qui t'ont soutenu. C'est ça, ta famille. Les liens du sang ne signifient rien s'ils sont assortis de conditions. Au cours des semaines suivantes, j'ai travaillé à renforcer ces vraies relations. J'ai appelé la mère de Marcus plus souvent. Ses parents étaient des gens gentils et normaux qui me traitaient comme une fille sans tout le bagage. Sa mère envoyait des colis avec des livres sur la grossesse et de petits vêtements de bébé. Son père a proposé de nous aider à installer le siège auto le moment venu. Mes amis du travail ont organisé des sessions de préparation de repas pour après l'arrivée du bébé. Ils m'ont organisé une vraie baby shower, une que j'ai vraiment pu apprécier. Personne ne m'a culpabilisé ou exigé que je sois quelqu'un que je n'étais pas. J'ai trouvé un groupe de soutien en ligne pour les personnes qui avaient coupé les ponts avec des membres de leur famille toxique. Lire les histoires des autres m'a aidé à me sentir moins seul. Beaucoup d'entre eux faisaient face à la même culpabilité, aux mêmes doutes, aux mêmes « singes volants » envoyés par leur famille pour les presser de se réconcilier. Le message d'une femme m'a particulièrement touché. Elle avait coupé les ponts avec sa mère 5 ans plus tôt et élevait maintenant 2 enfants qui n'avaient jamais rencontré leur grand-mère. Les gens me demandent tout le temps si je me sens coupable, écrivait-elle. Ils disent que les enfants ont besoin de grands-parents. Mais ce dont les enfants ont réellement besoin, c'est d'être en sécurité. Ils ont besoin d'adultes qui les protègent, pas d'adultes qui permettent les abus parce que c'est plus facile que de fixer des limites. Ma mère a eu des décennies pour changer. Elle a choisi de ne pas le faire. Mes enfants n'ont pas à payer le prix de ses choix. C'est devenu mon mantra. Ma fille n'avait pas à payer le prix du dysfonctionnement de ma famille. Elle méritait mieux que ce que j'avais eu, et j'allais m'assurer qu'elle l'aurait. Ma baby shower a eu lieu en janvier, organisée par mes amis du travail et la sœur de Marcus. C'était charmant, élégant et intime, rempli de gens qui se souciaient vraiment de moi. Nous avons joué à des jeux idiots, mangé de la bonne nourriture, et je me suis senti soutenu d'une manière que je n'avais jamais ressentie lors des réunions de famille. Puis, Vanessa est arrivée. Je ne sais pas comment elle l'a su. J'avais été si prudente avec mes paramètres de réseaux sociaux, gardant tout verrouillé. Plus tard, j'ai découvert qu'une des invitées avait posté une story Instagram en taguant l'emplacement du restaurant avant que je puisse demander à tout le monde de garder les choses hors ligne. C'est tout ce qu'il a fallu. Vanessa devait surveiller toutes les publications qui me mentionnaient, attendant une opportunité. Elle est entrée dans la salle privée du restaurant, vêtue tout en noir, le visage émacié et pâle, ayant tout l'air d'une mère en deuil. La théâtralité calculée de la chose m'a retourné l'estomac. La pièce est devenue silencieuse. Mon amie Jessica s'est avancée. Je suis désolé, mais c'est un événement privé. Je suis la sœur d'Emma, a dit Vanessa, la voix creuse. J'ai tout à fait le droit d'être ici. Je me suis levé, mon ventre de 8 mois rendant le mouvement maladroit. Tu dois partir. S'il te plaît. Ses yeux étaient cerclés de rouge. S'il te plaît, Emma. J'ai perdu mon bébé. Je suis en enfer. Je veux juste célébrer le tien. Ne pouvons-nous pas passer à autre chose? Tous les yeux de la pièce étaient sur moi. Je pouvais sentir le jugement commencer à basculer. Voici ma sœur en deuil qui me tendait la main, et c'est moi qui étais froide. Tu es venu sans y être invité pour me manipuler, ai-je dit clairement.
C'est exactement ce que tu fais toujours. Tu ramènes tout à toi, même quand c'est censé concerner quelqu'un d'autre. J'ai perdu ma fille. Des larmes coulaient sur son visage. Je l'ai perdue, et tu ne veux même pas me parler. Comment peux-tu être si cruel? Je suis désolé pour ta perte. Sincèrement. Mais je pensais ce que j'ai dit. C'est fini entre nous. Marcus était à mes côtés maintenant, avec sa sœur, Rachel. Tu dois partir, a dit Rachel fermement. C'est du harcèlement. Vanessa a regardé autour d'elle, jouant pour le public. Je voulais juste faire partie de ça. C'est ma seule sœur. Mon bébé est parti, et le sien est. Sa voix s'est brisée de manière convaincante. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû venir. Elle s'est retournée et est partie, se déplaçant lentement, de façon dramatique. Je pouvais voir certains des invités échanger des regards. Je passerai pour la méchante dans cette histoire. Jessica a touché mon bras. Ça va? Elle est douée pour ça, ai-je dit doucement, me faire passer pour la méchante pendant qu'elle joue la victime. Nous connaissons la vérité, a dit Marcus. Tous ceux qui comptent connaissent la vérité. Mais ça me dérangeait, bien sûr que ça me dérangeait. Vanessa avait utilisé son chagrin comme une arme, en faisant un autre outil pour me torturer. Même dans son pire moment, elle a trouvé un moyen de faire de mon occasion heureuse une affaire de sa souffrance. La fête a continué, mais l'ambiance était morose. J'ai essayé de me ressaisir, de rire au jeu et d'apprécier les cadeaux, mais l'apparition de Vanessa avait tout empoisonné. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, j'ai pleuré de rage. Elle n'a même pas pu me laisser avoir ce seul jour. Je sais. Elle a perdu son bébé, Marcus. C'est terrible. C'est vraiment tragique, mais elle l'a utilisé comme une arme. Elle s'est assurée que tout le monde à cette fête penserait que je suis sans cœur de ne pas l'accueillir à bras ouverts. Les gens qui te connaissent ne penseront pas ça. Mais ça va se savoir. Quelqu'un là-bas le dira à quelqu'un d'autre, et ça deviendra cette histoire de la sœur cruelle qui a rejeté sa sœur en deuil. Je serai le monstre. Il m'a serré plus fort. Tu n'es pas responsable de la façon dont les gens déforment ton histoire. Tu as posé une limite. Tu t'es protégé, toi et notre fille. C'est ce qui compte. Il avait raison, mais ça faisait quand même mal. Ma fille, Lily, est née un soir de neige en février, 3 jours après ma date d'accouchement prévue, 3,350 kg de perfection. Elle avait les yeux de Marcus et mon nez, et sa propre personnalité dès la première minute têtue et forte. En la tenant à l'hôpital, en regardant ses minuscules doigts et en entendant ses petits pleurs, j'ai fait une autre promesse. Tu ne douteras jamais que tu es aimé. Tu n'auras jamais à mendier pour être protégé ou à te demander si tu comptes. Je suis là pour toi. Nous n'avons pas annoncé sa naissance publiquement. Nous avons envoyé des photos à des amis proches et à la famille de Marcus. Mes parents et Vanessa l'ont appris par des oui-dire, je suppose. Ils ont envoyé des cadeaux que nous avons donnés sans les ouvrir. Maman a fait une dernière tentative, se présentant à notre porte quand Lily avait 3 semaines. Je l'ai vue par la fenêtre et je n'ai pas ouvert. Elle a laissé un paquet sur le porche des couvertures tricotées qu'elle avait faites, une note suppliant de rencontrer sa petite fille. J'ai donné les couvertures et jeté la note. Des gens m'ont demandé si je me sentais coupable, si je regrettais d'avoir coupé les ponts, surtout en privant Lily de ses grands-parents. La réponse est non, pas même un peu. J'ai grandi dans une maison où la cruauté était tolérée, où l'on disait à la victime d'endurer et où l'on donnait carte blanche au bourreau. Mes parents ont créé cet environnement. Ils l'ont choisi chaque jour en refusant d'intervenir, en riant des blagues de Vanessa, en me disant que j'étais trop sensible ou trop théâtral. La fausse couche de Vanessa était une tragédie, mais elle n'effaçait pas des décennies de violence psychologique. Elle n'annulait pas les blessures qu'elle avait infligées ni la douleur que mes parents avaient permise. Et sa venue à ma baby shower a prouvé qu'elle n'avait pas changé. Elle utilisait toujours tous les moyens nécessaires pour se mettre au centre de l'attention et me blesser. J'ai une fille maintenant. Mon travail est de la protéger, de lui donner l'enfance que je n'ai jamais eue. Cela signifie tenir les personnes toxiques à l'écart, même si elles partagent mon ADN. Lily a 2 ans maintenant. Elle est hilarante et intrépide, obsédée par les dinosaures et les chaussures à paillettes. Elle n'a jamais rencontré mes parents ni Vanessa. Elle ne les rencontrera jamais. Parfois, j'imagine ce que je dirais si Vanessa essayait un jour de me recontacter.
Je pense à tous les mots que je voudrais lui dire, à quel point elle m'a blessé, comment son amusement a détruit mon enfance, comment la complicité de ses parents lui a appris que la cruauté n'avait aucune conséquence. Mais honnêtement, elle ne vaut pas que je gaspille mon souffle. Elle a passé toute ma vie à essayer de me faire sentir petite et sans valeur. La meilleure des vengeances n'est pas une confrontation spectaculaire ou une réplique cinglante. C'est ceci, vivre une vie authentiquement heureuse sans elle. J'ai un mari qui m'aime farouchement. J'ai une fille qui pense que j'ai décroché la lune. J'ai des amis qui me soutiennent et une carrière dont je suis fier. J'ai la paix. Vanessa a ses schémas, son amertume, son besoin de rabaisser les autres pour se sentir grande. Même si elle a changé, ce dont je doute, il n'est pas de ma responsabilité de lui donner une autre chance de le prouver. À toute personne lisant ceci qui fait face à un membre de sa famille toxique, vous avez le droit de partir. Vous ne devez votre souffrance à personne. Les liens du sang ne justifient pas les abus. Et vous protéger n'est pas cruel. C'est de la survie. J'ai survécu à mon enfance. J'ai survécu à Vanessa. Et maintenant, je m'épanouis dans une vie qu'elle ne touchera jamais. C'est la vraie fin qu'elle n'a pas pu me voler. Édition, puisque les gens continuent de demander, oui, mes parents ont essayé de me contacter par divers moyens au cours des 2 dernières années. Non, je n'ai pas répondu. Oui, je suis en thérapie et très confiante dans ma décision. Non, je ne me sens pas coupable. Je me sens libre. Et oui, Lily est parfaite et entourée de gens qui savent vraiment comment aimer sans condition.